Et bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session dédiée aux cas concrets d'entreprises. Donc nous allons voir 3 entreprises avec des profils vraiment très différents et dont le modèle et les pratiques ont évolué. Elles ont cherché à se réinventer et leur ambition, c'est effectivement de transformer la société positivement. Donc elles vont partager avec nous leur vision, leur trajectoire, mais aussi leurs défis et leurs questionnements. Donc c'est un format de session, je vous le disais, plutôt assez original, car nous allons aussi convier donc, des parties prenantes à poser leurs questions à ces entreprises. Donc, vous le savez sans doute, tous les bons manuels de développement durable le martèlent. Il faut absolument consulter ces parties prenantes, donc comprendre leurs interrogations, mais aussi leurs points de vigilance, leurs attentes. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en toute transparence. C'est l'exercice du jour. Donc, ce sont au total près d'une dizaine de parties prenantes, de personnes qui vont venir et qui sont en lien avec ces thématiques au Luxembourg et qui vont venir pouvoir poser leurs questions directement. Donc j'appelle sans plus attendre Maud Larochette, directrice finance et ressources humaines chez Enside. Bonjour. Bonjour. Merci. Tout à fait. Voilà, bonjour. Donc, votre entreprise se définit comme je cite, une entreprise de deep tech qui permet aux organisations des secteurs des sciences de la vie et de l'énergie d'optimiser l'utilisation des ressources critiques. Donc ça, c'est un bon programme. Alors, juste avant que vous commenciez, je vais aussi appeler donc, les 3 parties prenantes qu'on découvre tout de suite leur visage. Alexandre Magnette de CO2 Strategy, Mélanie Guiton du LIST, ainsi que Julie Noiraume de HR Community. Bienvenue. Alors, Maud Larochette, donc pouvez-vous nous présenter Enside et nous dire en quoi c'est du business for good? Oui, ça paraissait un peu compliqué, mais en fait, c'est plus simple que ça. En fait, on fait de l'optimisation. Donc, du coup, on fait des logiciels et des services d'optimisation donc pour vraiment permettre à nos clients d'avoir un usage plus efficient, efficace de leurs ressources. Ça, c'est ce qu'on donne. Donc, en fait, l'efficacité des ressources, c'est quand même quelque chose qui est très important. Et donc, c'est ce qu'on permet de faire de manière optimisée par des algorithmes mathématiques, etc., par des techniques d'intelligence artificielle ou d'optimisation plus classiques. On le fait dans 2 secteurs d'activité. On le fait au niveau de life science, là où on optimise finalement la distribution des essais cliniques. Donc, on permet vraiment à ce que les essais cliniques aillent plus vite. Donc, il y a un time to market plus petit, en fait, plus rapide, mais aussi, on permet aussi à faire en sorte qu'il y ait moins de transport, il y ait moins de shipment, il y a moins de candidats médicaments qui soient nécessaires pour tester un patient à un moment donné. Donc là, on permet aux entreprises de vraiment diminuer assez fort leur propre impact CO2. On le fait aussi au niveau de l'énergie, et là, au niveau de l'énergie, on optimise les grilles de réseau d'électricité. Donc, en fait, on permet quand il y a du soleil en France, il y a de la pluie en Allemagne, de faire la part belle à l'énergie solaire pour le donner, finalement, le distribuer en Allemagne et faire en sorte que l'Allemagne n'ait pas forcément besoin d'allumer des centrales à charbon. Donc on le fait. Donc on est assez fiers de notre purpose. On a un sens assez fort au travail et on le fait aussi en grandissant assez fort. On a une croissance de 40%. Donc c'est aussi des thématiques de croissance. Comment est-ce qu'on gère finalement d'être une entreprise responsable avec une croissance aussi forte? Et puis on a pas mal de gens aussi qui travaillent pour nous. Donc on est passé en 5 ans de 20 personnes à 220. D'accord. Très bien. Voilà. Un beau parcours. Alors, je vais me tourner vers Alexandre Magnette. Donc, vous êtes cofondateur de CO2 Strategy, donc au Luxembourg. Et votre vision, c'est celle d'un avenir décarboné pour les entreprises grâce à la transformation. Alors là, votre spécialité, elle est totalement en ligne avec le cœur de mission de Enside. Je vous invite à poser vos questions. Merci. Oui, donc dans une entreprise de service telle que la vôtre, je pense qu'entre 85 et 90% des émissions reposent sur 4 grands postes. Les achats, l'immobilisation, l'énergie et surtout les déplacements, à mon avis. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez mis en place, parce qu'effectivement, une entreprise de 200 personnes, ça, c'est déjà quelque chose. Et les actions concrètes que vous avez mises en place pour réduire
dans ces 4 flux-là. Oui, merci. En fait, on a 75% de nos émissions de CO2 sont liées à la mobilité. Donc, on travaille vraiment principalement sur ce pôle-là. Ce qu'on a fait déjà, c'est s'en rendre compte. Donc, c'est monitorer. Donc, c'est vraiment pouvoir faire appel à un organisme comme le vôtre, je crois, qui nous aide justement à savoir, à avoir une sorte de reporting. Parce que quand on a un reporting et on monitore, on peut aussi voir comment on se donner des targets de diminution aussi de notre impact. Et donc pour nous, c'est très, très important d'avoir ça. Ça, c'est la première chose. Après, par rapport à la mobilité, on conscientise, on essaie d'éduquer. Par rapport à tout ce qui est bâtiment, on va bientôt déménager pour avoir un bâtiment plus passif, parce que pour nous c'est aussi important, plus proche aussi d'une gare, pour permettre justement à nos employés de pouvoir vraiment plus prendre des transports en commun pour venir au bureau. On essaye aussi de promouvoir le travail de la maison bien avant le Covid déjà, pour aussi des convictions finalement qu'on a un petit peu par rapport à tout ça. Top, bravo. Merci. Deuxième question peut-être. Une deuxième question peut-être sur le même sujet. Ah oui. Oui, parce qu'une entreprise peut agir directement sur son propre bilan carbone, mais je pense que vous en avez déjà touché un mot. Vous agissez aussi sur le bilan de vos clients et peut-être de vos fournisseurs aussi. Peut-être vous pouvez dire un mot aussi sur comment vos produits, vos services agissent sur le bilan carbone. Oui, donc en fait on a en moyenne au niveau du secteur pharmaceutique, on permet à nos clients d'avoir 30% de shipment, donc 30% de transport, ou 30% de candidats médicaments en moins nécessaires pour atteindre vraiment pour tester le candidat médicament. Donc pour nous, c'est énorme. 30%, c'est énorme. Alors, on essaye de mettre en place aussi un système de monitoring aussi parce que le client le demande de plus en plus aussi pour savoir quel est l'impact CO2 concret. Ça, on n'y est pas encore arrivé. Donc voilà, pour le moment, on parle principalement de 30%. Au niveau énergétique, c'est très difficile aussi de savoir, de pouvoir vraiment dire comment finalement, enfin le comment oui, mais combien finalement on arrive à sauver en termes de CO2 simplement par le fait de faire la part belle aux énergies renouvelables. C'est plus compliqué à faire, mais en tout cas l'intention est là, on le fait de plus en plus et on le permet. C'est surtout ça aussi, on le permet. Top, bravo. Des indicateurs en cours de construction pour l'instant. Au niveau du business aussi, en fait. On le fait aussi, nous aussi, au niveau de notre propre société, évidemment. On regarde un petit peu tout, mais au niveau de notre impact business aussi, on doit aussi réfléchir. On sait qu'on est régénératif, mais on ne sait pas exactement comment vraiment calculer. Ce n'est pas si évident à faire. Oui, et puis j'ai aussi vu que vous avez même été encore plus loin, puisque j'ai vu que vous avez le label CO2 neutral. Ouais. Vous pouvez aussi nous dire un petit mot sur la neutralité, qui est tout un débat aussi. Oui, la neutralité, c'est difficile à atteindre. C'est presque voilà, donc on aura toujours un impact en tant qu'entreprise, je veux dire, on aura toujours un impact finalement parce qu'on a des gens, on doit aller voir des clients de temps en temps. On a 90% de notre chiffre d'affaires qui est à l'étranger. On essaie de le limiter au plus, d'aller voir nos clients. On le fait quand c'est nécessaire par rapport aux interactions humaines. C'est aussi important. Je fais aussi des RH. Je pense que c'est important de nous voir de temps en temps, c'est certain. Mais on le fait le moins possible et en fait on compense. On n'a pas trop de choix que de compenser, donc on compense par exemple en Belgique en plantant des arbres, donc comme il faut, je pense. On se fait accompagner aussi, c'est très important. Donc, ou alors aussi dans d'autres endroits dans le monde. On a un projet au Guatemala, on a plusieurs projets différents. Compenser ce qui ne peut pas être évité, donc en ultime recours. Exactement. Très bien, merci Alexandre. Je me tourne tout de suite vers Mélanie Guiton. Donc vous êtes chercheuse au LIS. Donc votre métier, c'est de se pencher sur l'évaluation des impacts environnementaux des systèmes industriels. Je vous laisse la parole et votre première question. Merci. J'avais une question par rapport à la demande de vos clients. Est-ce que vous observez une demande croissante pour l'intégration de critères environnementaux dans les solutions que vous développez et comment ces besoins sont exprimés par vos clients ? J'ai envie de dire, heureusement, oui, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà 10 ans, les clients étaient principalement drivés, motivés par le coût en moins.
générés. Et là, maintenant, on voit vraiment que finalement, ils ont vraiment des demandes de savoir, de dire, oui, en fait, il faut pouvoir montrer combien de CO2 on sauve. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour eux. Ça fait partie des critères de sélection, etc. On doit montrer aussi, quand on est sélectionné, qu'en fait, qu'on est capable de leur apporter ce genre de choses. Ça devient vraiment primordial. Je crois qu'on peut que s'en réjouir, clairement. C'est sûr. Et j'ai une deuxième question, du coup, comment vous structurez votre réponse à travers les outils que vous leur fournissez ? Donc nous, on fait de l'optimisation, donc en fait, on doit continuer à optimiser. Donc déjà, on a des docteurs en mathématiques, etc., qui font de l'optimisation aussi. Donc on s'assure finalement que nos solutions soient aussi optimalisé. Et donc c'est important de le faire. On a aussi un département qui s'occupe de tout ce qui est rationalisation. Et puis moi j'ai mon département qui fait tout ce qui est sustainability. Donc on travaille aussi, c'est des gens qui avant tout sont motivés pour essayer d'innover, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire encore plus, est-ce qu'on doit faire du reporting ESG à côté du reporting financier. Je suis aussi CFO, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de pousser, je pense que c'est important de le faire. Et le rapporter aussi à notre conseil d'administration. Et aussi, on se fait aider. En Wallonie, nous, on est présent vraiment à Louvain-la-Neuve. Donc, en Belgique, c'est là où est notre siège social. En Wallonie, on a beaucoup d'aide aussi d'organismes qui sont là aussi pour nous donner des conseils. Et je pense qu'il faut savoir utiliser finalement ce réseau local-là aussi. C'est très important. Mmh. Donc, Maud Larochette, vous cumulez les casquettes. Vous êtes aussi donc, directrice des ressources humaines, vous l'avez mentionné donc, chez Enside. C'est un volet qui nous intéresse beaucoup, de comprendre justement l'humain, le rôle de l'humain là-dedans. Julie Noiraume, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc coprésidente de la HR Community au Luxembourg. Et donc vous avez justement des questions sur l'articulation entre RH et développement durable. Oui, bien entendu. Alors, on parle beaucoup d'émotions, de motivation, d'engagement aujourd'hui. Alors moi, j'ai vraiment une question très pragmatique. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets, précis de la politique des ressources humaines que vous menez, de votre capital humain qui servent votre politique de RSE? Finalement, comment on peut motiver les collaborateurs à s'engager aussi dans une politique de RSE? Les conseils pour l'audience. Oui, alors je pense que déjà, on fait très attention à qui on recrute et que les personnes qui sont recrutées, quand même, de facto, sont aussi motivées par notre mission, par notre vision donc de l'entreprise. Donc forcément, ça aide aussi. Donc de facto, j'ai envie de dire qu'ils sont quand même motivés là-dessus. Ça aide. Mais à côté de ça, on essaye de créer aussi une culture d'entreprise. C'est vraiment notre ciment, c'est vraiment notre force qui permet aussi à nos employés d'être bien, dans la bienveillance, dans le bien-être. On essaie de faire beaucoup de choses pour eux, pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils puissent aussi avoir un petit peu de temps à consacrer, à rendre, à give back, à rendre en fait un retour à la communauté. Et typiquement, on a des choses comme des comités. Donc, on a le Green at Enside, le Social at Enside. Et donc, c'est des initiatives, on donne un petit budget, c'est des initiatives de nos insiders pour pouvoir rendre un peu à la communauté. Donc, par exemple, on travaille le Social at Enside, on fait tout ce qui est Movember, on fait tout ce qui est Octobre Rose, on fait tout ce qui est, on aide les réfugiés. En fait, il y a des campagnes et les gens, en fait, participent s'ils le souhaitent, évidemment. C'est pas obligatoire, mais ils le font parce que finalement, ils sont assez contents. C'est bien de pouvoir donner aussi et de rendre un petit peu. Donc, la plupart sont tout à fait à l'aise de le faire. Merci. Donc je comprends que c'est vraiment un encouragement positif dans l'action. Exactement. Et alors, il peut y avoir aussi un débat philosophique sur le fait d'associer performance et RSE, entretien de performance d'un collaborateur et RSE. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'associer ces deux éléments? Et si oui, comment les intégrez-vous? Je pense que c'est possible et je pense que la cohérence est très importante. Donc en fait, à partir du moment où on essaie de pousser ça aussi chez nos employés, il faut aussi quand même quelque part les incentiver à le faire. Et donc du coup, comment est-ce qu'on le fait nous? Voilà, je vous ai parlé des comités. On essaie de faire en sorte que typiquement la performance soit liée à nos valeurs. Et dans nos valeurs, on a le commitment. Dans le commitment, on a participé comme attitude à nos comités. Et donc on essaie ils sont promus aussi s'ils font partie
ils ont les attitudes qu'on essaye d'avoir aussi. Donc en fait, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de plutôt les incentiver à aller dans notre sens aussi par rapport à ça. C'est pas très compliqué au final, ils le font très bien tout seuls, etc. Donc ils sont très demandeurs en vrai. Donc c'est ça, mais aussi on a des KPI et donc en fait on essaye dans la gestion du bonus par exemple, il y a une partie des KPI, en tout cas ceux de mon équipe, c'est comment est-ce qu'on diminue nos grammes de CO2. Et donc, on se donne des targets nous-mêmes chaque année pour diminuer. Et en fait, quand on y arrive tous, on est super contents. Et ça aussi, c'est de l'émulation positive pour tous. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Merci beaucoup, c'est très encourageant. Merci. Alors, il me reste un petit peu de temps quand même pour vous poser une question, parce que quelque chose m'intrigue. Vous êtes certifié en management humain innovant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ? On a des bonnes universités, je fais la pub, mais c'est pas parce qu'on est une spin-off nous-mêmes de l'Université catholique de Louvain, mais on a des bonnes universités. Et donc, en fait, le management humain innovant, en effet, je suis certifiée là, parce qu'en fait, en prenant la fonction de ressources humaines, j'avais aussi besoin, moi, de faire un petit peu, de me prouver que mon instinct était bon aussi. Et donc, c'est quoi ? C'est le bien, en fait. C'est le bien-être, le bien commun et la bienveillance. Business for good, right? Business for good. Absolutely. Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir participé à cet exercice de transparence, on va dire. Voilà, c'est un exercice qui se mène à cadence accélérée, donc nous allons accueillir la prochaine entreprise. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. C'est donc un tout autre profil d'entreprise dont nous allons parler maintenant. Il s'agit d'un acteur majeur du secteur caféier, dont les démarches de développement durable ont été saluées et certifiées. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. What else? Et j'appelle donc Oliver Perquis de Nespresso. J'appelle également dans la foulée le trio féminin avec Antonia Argirova de Action Solidarité Tiers-Monde, Léa Fogel, étudiante au lycée technique agricole, et Yvonne Weisflog du Luxembourg Center for Circular Economy. Bienvenue. Alors, je pense que les questions promettent d'être particulièrement intéressantes parce que là, on va pouvoir toucher aux 3 piliers, les fameux 3 piliers dont on a parlé, du développement durable. Mais d'abord, Oliver Perquis, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi Nespresso est inspirant du point de vue de ses pratiques et puis finalement, quelle est la vision chez Nespresso du café durable de demain ? Je pense qu'au moment que tu as annoncé un acteur, je pense que l'audience a peut-être attendu quelqu'un d'autre. Mais donc, je pense que déjà, la marque n'a peut-être pas besoin de beaucoup d'explications, sauf que peut-être rappeler que Nespresso est le pionnier et l'innovateur du café portionné en 1986, donc ça date déjà de longtemps. Et entre-temps, notre mission n'a pas changé, c'est-à-dire on veut toujours offrir l'ultime expérience café aux consommateurs. Et entre-temps, on fait ça avec 140 000 ce qu'on appelle caféiculteurs qui nous fournissent du café vert venant de 26 pays dans le monde. Et on emploie aujourd'hui 13 000 personnes, on opère en 86 pays. Et localement, avec les 240 collaborateurs et moi-même, on gère les marchés de la Belgique et le Luxembourg. Et notamment au Grand-Duché, on emploie 30 personnes qui travaillent dans nos 4 boutiques. Le Grand-Duché est un marché important. Pourquoi ? Parce que c'est un des marchés le plus pénétrés au niveau Nespresso avec la Suisse. Et en même temps, on a aussi un réseau professionnel où on dessert plus ou moins 1000 clients professionnels, à savoir les sociétés, les bureaux ou les hôtels et restaurants. Vous m'avez demandé notre mission. Pour avoir et pour pouvoir continuer à délivrer cette expérience ultime en café, on a besoin que l'industrie du café continue à vivre. Et en fait, aujourd'hui, on va en revenir, j'imagine, c'est aujourd'hui, l'industrie du café de qualité est à risque. Et donc, on a tout intérêt à avoir des ambitions extrêmement poussées à répondre à ces risques.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, je vais tout de suite me tourner vers Antonia Argirova. Bonjour. Vous êtes responsable plaidoyer chez Action Solidarité Tiers-Monde. Je vous précise aussi que vous êtes également membre de la commission consultative des droits de l'homme au Luxembourg. Et donc, nous ne serons pas tout à fait surpris si vos questions concernent les droits humains. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, j'ai une première question concernant le travail décent, le living wage en anglais. Vous le savez probablement, les entreprises peuvent réduire les inégalités et mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes en mettant en place un salaire décent, y compris pour les fournisseurs. Alors, le salaire décent, je vais juste dire en quelques mots ce que c'est. À la différence du salaire minimal, vise à fournir le salaire nécessaire aux travailleurs et à sa famille pour satisfaire leurs besoins essentiels tels que l'accès à la nourriture, à l'eau, au logement, à l'éducation, aux soins de santé, à l'habillement et au transport. Et faire face aux événements prévus, c'est-à-dire avoir une vie digne. Alors, comment Nespresso considère la question du salaire décent et prévoit-elle d'introduire ce concept au niveau de sa chaîne d'approvisionnement? Oui, alors déjà pour nous, c'est pas vraiment une question de l'implémenter parce qu'en fait, depuis, je dirais presque l'existence de notre business, c'est comme ça qu'on a travaillé. Il faut savoir qu'on est assez unique dans la manière dont on travaille avec les caféiculteurs parce qu'on le fait en direct. La majorité des grands joueurs de café achètent leur café sur le marché. Nous, on le fait en direct avec les caféiculteurs pour s'assurer d'avoir la meilleure qualité à avoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, le café est à risque. Et donc, on doit trouver des formules et des systèmes à ce que, non seulement aujourd'hui, les caféiculteurs continuent à travailler dans le café, et donc forcément, ils doivent avoir un revenu suffisant, et même plus, pour pouvoir vivre, mais aussi pour avoir la succession de leurs enfants. C'est pour ça qu'en 2003, donc presque il y a 20 ans, on a lancé un programme avec le support de Fairtrade et Rainforest Alliance, où on vise à avoir une qualité d'un produit et en même temps en respectant l'environnement, le milieu dans lequel ils opèrent, avec un support socio-économique qui permet exactement ça. Mais il faut aussi réfléchir au futur, ça c'est l'aujourd'hui. Il faut faire en sorte que les jeunes reprennent les activités de leurs parents une fois qu'ils arrivent à la retraite, sauf que dans beaucoup de ces pays, il n'y a même pas de retraite possible. Et donc c'est entre autres pour ça qu'en Colombie, on a créé un fonds de pension avec le gouvernement pour justement que les caféiculteurs puissent bénéficier d'une pension, d'une retraite, et que les enfants ou les jeunes qui viennent peuvent reprendre. Et là aussi, on investit énormément d'efforts, on fait énormément d'efforts à former ces jeunes agriculteurs. Y compris aussi, on investit beaucoup dans les femmes parce que les femmes doivent de plus en plus jouer un rôle important dans l'industrie du café. Ça, c'est deux exemples. Bien évidemment, il y a aussi nos collaborateurs parce qu'il peut y avoir des incidents imprévus aussi plus proches de chez nous. On travaille avec 13 000 personnes dans le monde entier. Et là, pour soutenir nos employés, on a aussi des initiatives, notamment deux où on garantit un salaire je dirais, continue au moment des absences de longue durée. Et on a aussi mis sur pied un programme d'assistance pour nos employés et toutes leurs familles si, en cas de besoin, de problèmes légaux, sociaux, économiques, financiers ou mentaux. Et ils peuvent faire appel à des consultants, à des experts payés par la société. Troisième élément, on travaille aussi avec des fournisseurs et des prestataires de services. Et un des critères les plus importants dans la sélection de ces prestataires, c'est justement le respect de la rémunération correcte et aussi le support correct. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement, je dirais, de la rémunération financière, mais aussi le support correct pour les employés qui travaillent pour eux. Alors récemment, au mois de mars, et on est très fiers de ça, on a été certifié B Corp. Et B Corp est une certification qui met au cœur et au centre l'être humain. Et le fait qu'on soit certifié après des longues audits, je pense que c'est un peu en ligne avec les initiatives et les efforts qu'on fait dans le domaine. Oui, ça montre vraiment la variété de l'ensemble de ces initiatives et puis surtout aussi la vision de long terme, de s'améliorer constamment, le mouvement. Une deuxième question sur les droits humains. Tout à fait. En fait, ma deuxième question concerne plutôt le lien entre la lutte contre le changement climatique et le respect des droits humains.
Alors, Nespresso a l'ambition d'atteindre bientôt la neutralité carbone au niveau de ses activités. Vous avez mentionné, je pense, 2022 ou 2023 dans une interview. Alors, pour faire cela, vous mentionnez des stratégies telles que la plantation d'arbres ou l'utilisation d'énergies renouvelables. Comment l'entreprise Nespresso s'assure-t-elle du respect des droits humains, en particulier des droits économiques, socio-culturels, dans le cadre de ces stratégies? Oui, merci. Je pense que, comme vous l'avez dit, on veut être neutre en carbone fin de cette année, donc c'est très bientôt. Neutre en carbone, ça veut dire entre le café vert cultivé dans les fermes jusqu'au recyclage de la capsule. Alors, pour arriver à cela, et je dirais ça c'est juste un intermédiaire pour arriver à notre ambition ultime qui est en 2050 d'être net zéro en émissions. Mais pour réussir notre ambition de cette année, on a travaillé depuis des années sur 3 éléments, et je pense que Maud en a parlé aussi, à savoir être net zero dans nos opérations, qu'on est depuis longtemps, puis il y a le offsetting et insetting pour compenser à ce qu'on ne peut pas réduire nous-mêmes. Alors pour nous, le insetting est une solution extrêmement efficace. Pourquoi ? Planter des arbres dans les plantations à café apporte énormément de bénéfices, notamment bien évidemment pour réduire le CO2, mais en même temps, planter des arbres supplémentaires à côté des plantes à café va en fait nourrir et protéger la terre contre des érosions, des maladies, et donc forcément va aider à augmenter la productivité et la qualité du café, ce qui fait en sorte que le revenu du caféiculteur va augmenter non seulement à cause de la productivité ou grâce à la productivité, mais aussi la qualité du produit. Parce que la qualité du produit génère un premium dans le revenu du caféiculteur. Un autre avantage, c'est que, prenons l'exemple des bananiers par exemple, les bananiers avec des grandes feuilles offrent de l'ombre aux cerises de café, qui les protègent donc, augmente la qualité, mais en même temps offre aussi un revenu supplémentaire vu les fruits et même parfois le bois qui génère un revenu pour le caféiculteur supplémentaire. Et je pense que c'est un bel exemple où ces initiatives aident aussi à soutenir les familles dans les revenus qu'ils peuvent générer grâce à l'industrie du café. Là, on le voit vraiment, Nespresso est connu pour ça, pour ses pratiques d'insetting depuis longue date quand même. Ouais. Hein, vous n'êtes pas arrivé là-dessus tout récemment. Et effectivement, ça répond à votre question, hein, c'est ne pas traiter en silo les piliers du développement durable, donc toujours avoir à l'esprit, même si on a un focus plus sur planète, toujours avoir à l'esprit le pilier people en l'occurrence. Ça nous fait une transition directe, hein, puisqu'on parlait d'agriculture régénérative, etc. Donc, Léa Fogel, donc vous êtes étudiante, élève en classe de première générale sciences naturelles au lycée technique agricole. Merci beaucoup d'être venue et de porter la voix de la jeunesse et surtout vos questions, vos préoccupations par rapport à ce pilier. Puis finalement, vous avez décidé de faire votre métier dans ce secteur-là. Donc on attend avec impatience vos questions. La plante de café arabica a besoin comme condition de croissance optimale des températures et des quantités de pluie très spécifiques, un climat que l'on trouve souvent dans les hautes terres tropicales. Cela signifie que le changement climatique pourrait forcer la migration du café arabica vers des altitudes encore plus élevées que celles où il pousse actuellement. Cela entraînerait logiquement une concurrence au niveau territorial, notamment avec les forêts non exploitées. Comment comptez-vous éviter que le café ne devienne un moteur de la déforestation dans ces endroits ? Alors, je pense que, comme je l'ai déjà dit, l'industrie du café était vraiment à risque. Et récemment, on a fêté le International Day of Coffee, donc la journée internationale du café, c'est le 1er octobre. Et suite à ça, on a lancé une nouvelle campagne avec cet acteur de longue date qui affiche en fait George Clooney avec une tasse vide. Et l'idée derrière cette campagne qui s'appelle Empty Cup, c'est vraiment pour démontrer aux consommateurs qu'il y a un risque. Si on ne fait rien, bientôt la tasse va être vide. Et je pense que les gens doivent se réaliser qu'aujourd'hui déjà, il y a 60% des espèces de café sauvages qui est à risque. Et comme vous l'avez dit, 40 ou presque 50% des terroirs qui servent aujourd'hui comme terroirs pour la production de café
pourrait devenir invivable en 2050. Donc c'est énorme. Et effectivement, et j'essaie toujours d'expliquer, parce que c'est très clair, avec le changement climatologique, l'augmentation des températures. Sur une montagne, si on cultive le café à 1000 mètres, il faut toujours monter. Mais sur une montagne, la superficie devient de plus en plus petite. Donc il faut effectivement réduire ça. Alors comment est-ce qu'on croit qu'on peut aider et travailler et battre ça? C'est qu'effectivement, le Arabica, par exemple, c'est un café extrêmement vulnérable et doit être cultivé dans des conditions optimales. C'est pour ça qu'on travaille avec 400 agronomes qui travaillent tous les jours dans les plantations de café pour optimiser, en fait, d'un côté, les agropratiques pour avoir les meilleures conditions et protéger mieux les plantes à café, mais aussi trouver le bon mix. Parce que le bon mix peut aussi renforcer la résistance à des maladies, mais aussi au changement climatologique. Un autre élément qu'on fait, on met énormément d'efforts dans le R&D. Pourquoi? Parce qu'on cherche à trouver du café qui est beaucoup plus résistant aux maladies et au changement climatologique et en même temps qui a besoin de moins de superficie. Comme ça, on peut avoir autant de café sur moins de territoire. Et la déforestation est aussi important à combattre. J'ai parlé de offsetting, insetting. Je pense que nous, on cherche toujours à avoir des arbres qu'on plante au sein des plantations, autour des plantations, parce que ça apporte énormément de bénéfices, non seulement pour limiter ou réduire le CO2. Et depuis 2014, on a un plan d'agroforesterie où on a déjà planté 6000 arbres, et notamment Pur Projet est un des partenaires avec Tristan Lecomte. Oui, tout à fait. Une deuxième question peut-être. Nous savons que l'agriculture est un facteur clé du changement des paysages et que c'est justement ce changement des paysages qui contribue à la perte de la biodiversité et au changement climatique. Depuis quelques années, vous faites des efforts pour mettre en place le modèle de l'agriculture régénératrice dans certaines régions de production. À quel point l'agriculture régénératrice peut-elle contrer à la perte de la biodiversité et le changement climatique? À l'introduction, j'ai dit que notre mission, c'est vraiment d'offrir l'ultime expérience de café pour le consommateur. Et donc, on a été l'innovateur du système portionné et on continue à développer l'innovation sur le café. Et je pense que les exemples que j'ai donnés, notamment, mènent aussi à voir des nouveaux cafés qui n'existent pas aujourd'hui, qu'on peut offrir à nos consommateurs et clients professionnels. Et un autre exemple que je vais vous donner, c'est qu'en 2015, on a lancé un nouveau café qui venait du Soudan du Sud, un pays qui était complètement détruit par la guerre civile, et d'ailleurs malheureusement est de nouveau d'actualité. Mais le Soudan du Sud a été historiquement une région à café, complètement détruite. Donc ce qu'on a fait, on a reconstruit le terroir en emmenant des routes, de l'eau, vraiment construire tout, ce qui a fait que les anciens fermiers sont revenus un peu dans les anciennes régions. Et depuis lors, on fait ça dans plusieurs pays qui ont été des régions à café historiques, qui ont été détruites soit par des guerres, soit par des désastres naturels. Et en même temps, ça fait revenir les fermiers, ça crée de nouveau une industrie à café, ça augmente la biodiversité parce qu'on amène de nouveau les plantes d'origine dans les régions. Et on peut offrir en même temps à nos clients, qui fait entièrement partie de notre business et de notre modèle, d'offrir des cafés exclusifs aux consommateurs. Merci. D'accord, très bien. Merci. C'était passionnant. Et puis c'est sur l'agriculture régénérative ou régénératrice, les deux se disent, est absolument l'avenir, hein, finalement. On sait que la FAO indique qu'un tiers des sols sont dégradés suite à l'agriculture intensive, donc c'est une préoccupation première. Alors, dernier volet, on va parler économie circulaire, Kivonne Weisflog. Alors, vous êtes à la tête du musée du déchet du Luxembourg. Alors, votre vision, on adore. Hein. En 2025, nous ne devrions plus avoir de déchets. Hein, donc c'est bien ça, il faudra un musée, finalement, pour se rappeler cette époque folle où on ne savait pas valoriser nos matériaux. Hein. C'est ça l'idée. Oui, c'est bien ça l'idée. Oui. Je vous invite d'ailleurs à aller visiter ce musée.
hein, très instructif. Et votre question, Yvonne Weisfeld? Oui, merci pour l'introduction. Donc 80%, c'est l'objectif d'aluminium recyclé. C'est ce que vous aviez dit d'une capsule Nespresso. Donc quel est réellement le taux d'aluminium recyclé qui se trouve dans une nouvelle capsule? Et quelles sont vos prochaines étapes pour atteindre en fait l'objectif fixé? Parce que c'est l'objectif, c'est 80%. Alors, le 80% n'est pas un objectif. Le 80%, c'est une réalité aujourd'hui. Nos capsules sont produites de 80% d'alu recyclé. Déjà, aujourd'hui, depuis 1 an, plus ou moins. Mais notre objectif de recycler nos propres capsules est de 100%, je dirais. Et aujourd'hui, on a cette capacité. En 2009, on a lancé en Belgique et au Luxembourg un système de collecte et de recyclage pour pouvoir recycler nos capsules vendues. Alors, tout simplement, aujourd'hui, vous pouvez, au Luxembourg, vous pouvez soit le rendre au livreur qui vient chez vous à la maison livrer votre café, vous pouvez rendre les capsules utilisées, ou bien vous allez les déposer dans les points de collecte. Il y en a des dizaines sur le Grand-Duché. Donc c'est relativement facile. Aujourd'hui, ça nous amène ou ça nous permet de récupérer une bonne tiers de nos capsules. Est-ce que c'est beaucoup? Non, c'est pas assez. Je dirais en 13 ans, c'est pas mauvais, mais c'est pas assez. Et notre ambition, en fait, c'est de le rendre encore plus facile aux consommateurs de pouvoir le faire. Et on est convaincu qu'en Belgique et au Grand-Duché, le système le plus adéquat pour faire ça, c'est le sac PMC qui est très connu auprès du consommateur. En plus, au Grand-Duché, les lignes de triage qui existent dans les centres de tri sont là, donc ils sont tout à fait capables à le faire. Et c'est pour ça qu'on est en permanence en discussion avec les autorités locales pour pouvoir amener ça, parce qu'on est convaincu qu'avec l'ambition aussi du Grand-Duché à être neutre en carbone le plus vite possible, nous on est sûr et certain, si on peut réussir ça, à le faire dans le sac PMC, ça va contribuer à cette ambition. Et d'ailleurs en Belgique, on est en bonne voie et on a bon espoir qu'en 2013, on va pouvoir le faire. Et on est convaincu avec ça qu'on va pouvoir augmenter très vite à 100% de collecte et recyclage, non seulement de nos propres capsules, mais aussi de ceux de la concurrence. Parce que quelque part, si on le fait pour nos capsules, on peut autant le faire pour les autres. Oui, tout à fait. Merci. La seconde question, elle est un petit peu dans le même sens. Donc, les capsules usagées Nespresso sont intégrées dans votre chaîne de valeur et se retrouvent souvent une seconde vie dans les objets du quotidien qui sont revendus par Nespresso. Donc le consommateur ne serait-il pas en droit de se sentir lésé, de retourner les capsules usagées sans compensation? La valorisation. La valorisation. On est tous convaincus, et d'ailleurs on partage la même vision, parce que nous on n'aime pas parler de déchets quand on parle d'aluminium, parce qu'on a le 100% capacité de recyclage, et on essaie aussi de faire des partenariats pour justement montrer la puissance du recyclage de l'alu, mais aussi d'inspirer le consommateur à nous les ramener. On a notamment un accord avec Carandache où on fabrique des stylos iconiques. On a un accord avec un start-up en Suède qui fabrique des vélos de ville assez stylés. Et récemment, on a un accord avec un start-up en France où on fait des sneakers à base de marc de café. Tout ça pour illustrer tout ce qu'on peut faire avec les restants du produit. Les vôtres sont à base de café, là? Non, les miens sont à base de marc, je ne sais pas si on dit ça, marc de raisin. D'accord. Oui, parce qu'ils n'avaient plus ma taille. Pour revenir à votre question du dépôt, en fait, le système de dépôt sert surtout à contrer le déchet qu'on trouve au bord de la route, ce qui n'est pas encore le cas avec nos capsules. Deuxièmement, entre-temps, il y a plein de systèmes et plein de formes de capsules et de matériaux qui existent sur le marché. Donc c'est difficile à trouver un genre de standard dans l'industrie. Et troisièmement, un système de dépôt obligerait toujours le consommateur à garder ses capsules à part avant de pouvoir les rendre. Un peu l'obstacle qu'on connaît aujourd'hui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que toute l'infrastructure est là. Et pour le consommateur, nous, notre rôle, c'est de lui rendre la vie le plus facile possible. Et je pense que l'infrastructure est là. C'est facile et je suis convaincu qu'une fois qu'on peut le faire, automatiquement, le recyclage va augmenter drastiquement. Okay.
Très bien. Alors, on pourrait continuer cette discussion très longtemps. C'est passionnant de voir comment vous essayez d'intégrer tous ces critères développement durable. Mais on est en train d'excéder notre temps, donc je suis obligée de vous dire merci, un grand merci. Je trouve que c'était passionnant de voir aussi comment une grande entreprise peut vraiment se mettre sur le chemin du développement durable. Quand on compare à une start-up qui commence avec une raison d'être, une page blanche, ça semble quand même bien difficile de transformer l'ensemble d'une entreprise de cette taille-là. Donc merci beaucoup. Et puis je crois que votre but, donc, c'est la tasse de café à impact positif, c'est ça? It's a force for good. Très bien. Merci beaucoup. Mais on vous suivra de près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup et j'appelle directement la troisième et dernière entreprise que nous accueillons pour cette session. Il s'agit d'Impact et j'ai le plaisir d'accueillir Paola D'Angelo qui est directrice associée et responsable du développement durable. Bonjour. Bonjour. J'invite également à s'installer José Godonou Atata, donc du Luxembourg Sustainable Finance Initiative. Bonjour, Martina Holbach de Greenpeace Luxembourg et Karen Wouters de l'Institut luxembourgeois des administrateurs. I'm switching to English actually since je passe à l'anglais parce que je pense que tout le monde va s'y trouver mieux. Impact, c'est spécialisé en investissement d'impact. Vous êtes la responsable du développement durable, de la durabilité. Donc, quelle est votre vision? Quels sont vos résultats pour l'instant? Nous sommes spécialisés dans l'investissement d'impact ici au Luxembourg et nous avons le but de faciliter les initiatives, donc notamment pour les fonds. On veut vivre dans un monde avec des objectifs à réaliser. Donc on s'est occupé des fonds spécialement, mais on va en fait considérer toutes sortes d'initiatives. On veut bien transformer l'idée même d'impact. Monsieur Atata, vous êtes coordinateur auprès de l'initiative pour la finance durable. Merci d'être ici avec nous. Si je comprends bien, vous voulez promouvoir le développement de la finance durable au Luxembourg. Quelles sont vos questions? Qu'est-ce qui fait la différence auprès d'une entreprise comme Impact en termes d'investissement d'impact par rapport à d'autres fournisseurs? C'est ça. Au cœur de notre activité, c'est vraiment ça pour nous, l'investissement d'impact. C'est tout ce que nous faisons. Donc, on offre de la consultation aux fonds d'investissement, aux fondations. On est là pour toute organisation qui veut avoir un impact et investir avec un impact. Un autre point, c'est que nous sommes aussi une B Corp parce qu'on croit vraiment que le travail et les entreprises peuvent agir pour le bien de la société. C'est ça qui est au cœur de l'investissement d'impact. Il faut avoir des revenus, mais aussi considérer l'impact qu'on a sur les gens et sur la planète. Alors, plein de choses me viennent à l'esprit, mais je pense aussi on essaye d'agir aussi en ligne avec nos valeurs. C'est ça qu'on fait personnellement en tant que B Corp.
pas que pour ça, mais on garantit que notre gouvernance soit en ligne avec ces valeurs. On va en reparler aussi plus tard. Encore une chose, pardon. Traditionnellement, nous avons commencé à créer des fonds, mais je voulais souligner le fait que les demandes des investisseurs changent, évoluent. On a commencé les fonds d'investissement. Après, on s'est tourné vers l'investissement d'impact en général. Donc, on est là pour ça aussi. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Deuxième question. Quand vous vous concentrez sur le secteur de l'investissement d'impact, selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour faire en sorte que l'investissement d'impact devienne courant, se répande toujours plus? Ça, c'est la question clé, la question principale. On le sait bien, on a des investisseurs qui sont déjà convaincus. Ils font ça parce qu'ils croient que leur investissement peut avoir un impact positif. Et d'autres, par contre, ne sont pas du tout convaincus. Ils sont plutôt traditionnalistes et ils voient ce genre d'investissement comme un risque. Il faut regarder la question de ces deux perspectives. Donc, il faut savoir aider ces deux catégories d'investisseurs. Pour ceux qui sont déjà convaincus, je dirais qu'ils doivent être... On doit pouvoir leur assurer sur le fait qu'on a une gouvernance forte qui soutient leurs valeurs. Ils doivent avoir également des indicateurs, des métriques. Il faut une structure et une infrastructure aussi pour pouvoir cumuler l'évidence de l'impact qu'ils génèrent. Il faut également des structures bien formalisées, fortes, et des normes comparables aussi, afin d'avoir une sorte de référence. Et il faut également avoir une certaine liquidité pour ces investisseurs, parce que investir avec un impact comme but, c'est pour le long terme. Et ce qu'on veut faire en tant qu'investisseur, on veut s'engager pour entamer ou soutenir le changement. Bien sûr, on peut investir son argent sans oublier l'impact. Donc, c'est ça qui compte pour moi. Il faut démocratiser, si l'on veut. Regardez à partir de toutes ces perspectives. Et là, on arrive à la prochaine question. On ira voir la finance durable avec Martina Olbach, chargée de campagne à Greenpeace Luxembourg. Vous prenez l'attention à la finance verte et au problème de l'éco-blanchiment. Donc, vous avez vos questions. Merci beaucoup. Pour arriver à réaliser les objectifs dont on parlait, dans les prochaines années, il faudra investir plus que 2 milliards d'euros. Ça semble énorme, mais selon un rapport de l'Alliance mondiale pour l'investissement durable, on investit déjà plus que 4 milliards de dollars de façon durable. Donc, on semble qu'on est sur le bon chemin. La réalité, quand même, me paraît bien différente.
si on pense à la crise climatique, on a des niveaux records pour les niveaux des eaux et on est bien loin des objectifs du climat, du climat de Paris. Alors, comment est-ce que vous expliquez ce décalage évident entre les investissements durables et le manque d'impact qu'ils ont? Alors, c'est clair qu'il y a un décalage. Donc, on a commis des erreurs. On n'est pas arrivé à réaliser tous les objectifs. Mais il faut aussi considérer ce qui a été fait et ce qui encore reste à être fait, ce qu'on peut faire. Je pense à la microfinance, au fonds d'investissement dans la microfinance, créé à partir de 2005-2009. Donc, ces fonds existent déjà depuis une quinzaine d'années et c'est indéniable qu'ils ont eu un impact. Ils ont créé des emplois, ils ont eu des résultats intéressants dans les marchés émergents. Donc, là, on parle d'informations disponibles au public, vous le trouverez facilement. Ça, ce n'est qu'une goutte dans la mer, vous pourriez dire, mais en fait... Ah, pardon, mon micro. On peut se concentrer sur ce qui reste à faire aussi, pas seulement sur le passé, sur ce qui a été fait. De la perspective des indicateurs de la part des gouvernements, des promoteurs, des institutions, des marchés, je dirais que tout le monde devrait parler la même langue. Il faut pouvoir mesurer l'impact, puisque des entreprises différentes, des organismes différents auront chacune leur interprétation différente. Cela rend assez difficile l'évaluation de l'impact généré par ces fonds. Bien sûr, il y aura toujours des critiques, il faudra y faire face. On a critiqué la microfinance en termes de taux d'intérêt, par exemple. Récemment, j'ai lu un article, j'ai oublié l'auteur, mais on y critiquait les concepts même des ODD. Ils seraient trop fragmentés. Il faudrait trouver autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a l'exigence de coordonner les efforts. Il faut vraiment parler la même langue en termes de chiffres, exemples, métriques, indicateurs. Au Luxembourg, on a de la chance. C'est un petit pays. Et donc, sa proximité avec les organismes normatifs montre qu'il y a un intérêt et il y a aussi l'argent nécessaire pour participer activement à la promotion de ces structures et des infrastructures nécessaires. La CSSF participe aussi à ces processus afin de faire en sorte que les différents acteurs du marché puissent créer des rapports transparents. Cela engendre un sens de responsabilité. C'est pour ça que je dis qu'il faut regarder à ce qui a été fait, mais aussi à ce qu'on pourra faire dans le futur. Une deuxième question. Je voulais revenir au fait qu'il y a plusieurs investisseurs de plus en plus, privés et institutionnels, qui désirent la durabilité pour un impact positif. Mais on a aussi du scepticisme, non? On se pose la question, est-ce que c'est vrai que ces investissements sont durables?
Est-ce que ces fonds s'activent vraiment et ce n'est pas de l'éco-blanchiment? Ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous pensez? Selon vous, une législation plus ambitieuse en termes de vérification de secrets de la durabilité serait utile? Oui, je pense que les investisseurs ont besoin de pouvoir faire confiance aux entreprises, que ce soit des fonds, des entreprises ou autres. Une petite entreprise aussi. Donc, oui, je pense que la due diligence, la vérification, donc, ça doit concerner tout le monde. Tout le monde doit y adhérer et il faut des organismes de contrôle, de surveillance qui vérifient tout ça, mais il faut aussi que les acteurs du marché, les opérateurs soient présents. Après tout, il y a toujours des personnes derrière tout investissement. Il faudra avoir des rapports transparents pour savoir où tous ces fonds sont utilisés et qu'est-ce que ça génère. C'est un effort général qu'il faut partager. J'étais à une conférence à Paris il y a quelques jours et on a discuté justement de cet effort coordonné. Je me répète, je pense, mais c'est ça, c'est vraiment parler la même langue. C'est ça qu'il faut faire. De façon que tout le monde puisse comparer les fonds et les entreprises qui distribuent les fonds. Merci beaucoup. Quand on parle de finances d'impact, la gouvernance, parfois, on n'en parle pas beaucoup. Karen Wouters, vous êtes PDG à Lila, l'Institut luxembourgeois des administrateurs. À vous la parole. La gouvernance est très importante pour Lila. L'importance de la lettre G est essentielle pour nous. C'est une mesure de la durabilité. Les lettres E et S sont très connues et on en parle en termes très émotifs, mais le G est essentiel. C'est vraiment la base. Si on veut avoir un impact, il faut une bonne gouvernance afin que l'entreprise marche bien. Et de la perspective de vos investisseurs, quel est leur intérêt dans la gouvernance et comment est-ce que vous évaluez la gouvernance auprès de vos émettrices? La gouvernance est très proche à notre activité parce qu'on fait de la consultation aussi. Donc, on sait bien qu'il faut aider les conseils à avoir des mesures de gouvernance bien en ordre. De la perspective des investisseurs, on pourrait penser en fait que les investisseurs ne s'y intéressent pas forcément, mais oui, en fait, ils sont concernés. Ils savent que sans la gouvernance, toute l'entreprise s'écroulerait. Donc, ils sont de plus en plus conscients de ce fait. Internement, nous, on a aussi une gouvernance forte et c'est ça que les investisseurs veulent voir aussi dans les fonds. On se demande, est-ce qu'il y a une structure de gouvernance? Est-ce qu'il y a un conseil? Et comment est-ce que le conseil accepte et respecte ses responsabilités? Est-ce qu'il y a une matrice de risque? Comment est-ce que les conseils décident qui rejoint les conseils? Qui sont les membres? Est-ce qu'il y a d'autres critères à considérer? Maintenant,
On a plusieurs comités sur l'impact durable. C'est ce qu'on voit dans la pratique. Les actionnaires sont très intelligents, plus que l'on puisse penser. Et du côté des émettrices, par contre, on n'a pas un rapport direct avec les émettrices, donc les bénéficiaires des fonds, mais ça fait partie de la politique des fonds. Les consultants à l'investissement doivent être sûrs que la gouvernance est solide. Bien sûr, ils vont regarder dans quel pays ils investissent, que ce soit de la microfinance ou d'autres projets. Est-ce qu'ils ont des procédures des mesures contre le blanchissement d'argent aussi en place? Certains conseils cherchent d'aller plus près des actionnaires en termes de surveillance aussi. Donc, c'est-à-dire que des contrôles sont en place. Il y a une reconnaissance claire du fait que la gouvernance est un élément clé. Donc, une G majuscule, oui. Je sais que vous faites des formations aussi pour vos responsables. Par contre, si on prend un autre regard, il faut être cohérent, vous avez dit. Comment pouvez-vous assurer que chaque décision soit prise à la lumière de ces critères? Quels instruments utilisez-vous dans ce sens? On est encore une entreprise relativement petite. Maintenant, on est 50, donc c'est encore facile à gérer, relativement. Mes collègues savent bien ce qui se passe dans l'entreprise. Ils sont toujours en jeu. Donc, on a commencé en 2015 avec ce défi de la B Corp. On n'avait pas un conseil à l'époque. Maintenant, oui, on l'a. Avec un responsable indépendant. On a un comité de gestion qui répond au conseil, bien qu'on soit très petit. La transparence est une valeur essentielle pour nous. La communication aussi. On a des réunions assez souvent avec nos équipes. Et il faut toujours se remettre à jour pour améliorer la mission de l'entreprise. Tout le monde dans l'entreprise sait bien quelle est notre mission, qui d'ailleurs a été aussi intégrée au statut. Donc là, vous voyez une déclaration claire de l'intention, de la mission de l'entreprise. Les employés peuvent également investir dans l'entreprise. Cela crée un contexte dans lequel ils investissent dans leur même entreprise et la direction est responsabilisée. Donc, d'un autre côté, c'est très pratique. On a développé une théorie du changement. Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Il faut avoir un plan, un programme. C'est ça qu'on a rédigé afin de savoir dans quelle direction on veut aller et est-ce qu'on sera assez durable pour arriver à ces objectifs. On a aussi des éléments à faveur de la communauté LGBT, mais pas que. Donc il y a plusieurs critères. Il y a plusieurs critères qu'il faut respecter. Là, il faut s'arrêter parce qu'on est un peu en retard. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici. Donc, on a vu que c'est très important de regarder ces secteurs. Comme on a dit tout à l'heure,
penser à l'impact est essentiel. Alors, merci en général. C'était pas forcément un exercice facile. Et puis, bon, voilà, des entreprises qui ont cette vision de contribuer à une économie, comme nous le disait John Elkington, régénérative. Donc, merci beaucoup. Je veux vraiment remercier toutes les parties prenantes d'être venues poser ces questions sur le plateau. Et je rappelle que ces parties prenantes, ce sont les acteurs et les vigies du développement durable de Luxembourg. C'est l'écosystème, en fait, qui nous permettra d'avancer vers un meilleur avenir demain. Merci beaucoup.